Bienvenue sur EFTP Perspective, la chaîne de référence pour les décideurs, les praticiens et partenaires de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle en Afrique. Je suis Jean-Luc Marcelin, consultant en EFTP. Aujourd'hui, nous explorons un triangle trop souvent traité en silo. Le corps social, la responsabilité, qu'elle soit publique, privée ou citoyenne, et l'éducation. Trois sommets qui dessinent les conditions d'un développement économique de l'intégration en Afrique. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Madame Soukaina Alaf, experte mauritanienne en communication institutionnelle. Soukaina, bienvenue sur EFTP Perspective. Merci Jean-Luc. Alors, Soukaina, avant d'entrer dans le vif du sujet, faisons connaissance. Quel est votre parcours et qu'est-ce qui vous a amené de la communication institutionnelle au terrain mauritanien? J'ai eu un parcours en sciences de gestion, le parcours classique, c'est-à-dire DUG, maîtrise, ESS, diplôme post-universitaire. Et durant ce parcours, j'ai eu l'occasion de découvrir les grandes entreprises dans un contexte de changement technologique, ce qui m'a permis un petit peu de m'intéresser à tout ce qui est fonctionnement de l'organisation et création de la valeur, comment les entreprises créent de la valeur. Et je suis rentré en Mauritanie où j'ai commencé à travailler dans différents secteurs, notamment l'industrie, avec les projets industriels, le secteur pétrolier, la logistique pétrolière, les mines. J'ai travaillé aussi un petit peu dans le développement et parallèlement à cette activité-là, j'ai été notamment professeur de management, de qualité, de gestion de projet, de gestion des risques. Vous êtes une experte de la communication institutionnelle et stratégique. Comment définissez-vous ce métier au-delà de l'image? Il est vrai qu'il est de bon ton en management de parler de stratégie. Qu'est-ce que la stratégie? La stratégie, c'est l'agencement d'un ensemble de ressources, de moyens, d'activités, de manière à atteindre un objectif, de manière à permettre à l'entreprise d'atteindre un objectif. Il y a différentes théories. La plus classique, c'est celle que tout le monde connaît sous le nom de diversification, où on part sur deux axes, l'un qui est la technologie et l'autre le marché. Donc ça, c'est la partie stratégie un petit peu. Donc quand on veut dire communication stratégique, déjà, ça sera se poser la question de quelles sont les ressources, les moyens, qui permettent les messages qui permettent à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Ce sont des cas classiques qu'on voit en management, notamment lorsqu'on veut adapter un produit à un marché spécifique. Tout étudiant qui sort d'une business school a déjà appris à traiter ce genre de problématiques. Maintenant, sur la partie institutionnelle, quand on parle d'institution, en général, on parle d'entreprise. Ça peut se situer à différents niveaux. Ceci dit, on va parler essentiellement de la mission de l'entreprise, de ses vocations, quel est son positionnement sur le marché, et particulièrement sur le long terme. Il n'est plus question de vendre quelque chose, mais plutôt de donner un axe de fonctionnement qui décrira tout ce qui est valeur, mission de l'entreprise, de manière à ce qu'elle puisse gagner la confiance de son public. On va peut-être un peu préciser, est-ce transmettre un message ou construire une relation de confiance entre une organisation et son corps social? Donc à partir du moment où on a parlé de confiance et de gain de confiance à l'égard de l'entreprise, il n'est plus question uniquement de l'entreprise, son image et d'un corps social. Il faut voir un autre élément, un troisième élément, qui est le public. Le public, ça peut être le marché, en l'occurrence lorsqu'il s'agit d'entreprises privées qui développent des produits classiques qu'on va échanger sur le marché, mais ça peut être aussi des parties prenantes. L'État, les organismes de certification, de garantie, etc. Donc, c'est un petit peu tout ceci qui va faire la confiance et l'image de l'entreprise, et non pas uniquement un simple échange transactionnel. Dans le monde de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je pense qu'on peut ajouter comme partie prenante peut-être aussi les centres de formation professionnelle, le dispositif qui est autour, tout ce qui est l'insertion. Bon, si on regarde un petit peu la problématique classique des entreprises qui vont sur des marchés émergents, la problématique classique, la première faiblesse en termes de climat d'investissement, ce sont les qualifications. Donc typiquement, depuis quelques années, ce qu'on observe sur ces marchés,
c'est que les entreprises prennent en considération cette attente des États, des gouvernements, et mettent en place toute une offre concernant la formation technique. Et votre conviction sur le rôle de l'éducation dans le développement économique et l'intégration sociale? Quelle est votre conviction sur ce point? Ma conviction, c'est que l'éducation, c'est déjà permettre de développer des compétences. C'est donner aussi de la responsabilité, donc du sens aux gens pour ce qu'ils font. Et à partir de là, c'est un moyen pour eux de gagner en autonomie. Et ça se passe à tous les niveaux. Vous avez la base, l'échelon de base qui est l'ouvrier qualifié ou spécialisé et non pas qualifié, qui a besoin qu'on lui donne confiance dans son travail, comme on l'a fait avec la qualité totale ou la peau, en disant l'ouvrier sont une personne qui a un background, qui a une éducation, qui a une culture, pourra toujours, lorsqu'elle est bien cadrée, développer ses compétences de façon parfaitement autonome. Donc là, on aborde un peu effectivement la qualité de l'éducation, la qualité de la formation. Oui, tout à fait, c'est important. Je pense qu'on a, particulièrement dans les pays sous-développés ou émergents, on a parfois réduit, faute de moyens, l'enveloppe consacrée à l'éducation. Et je pense que c'est nécessaire. Alors parfois, il y a des appuis. J'ai vu par exemple le corps de la paix en Mauritanie, où j'ai travaillé sur le secteur du développement des PME, où on donnait des cours de gestion d'entreprise. Vous parlez souvent de corps social. Qu'entendez-vous exactement par cette expression? Si on veut une définition générale, c'est un corps social, c'est un ensemble d'acteurs, d'institutions et de métiers. Donc en fait, il y a en général un ensemble d'individus qui vont se réunir, se regrouper, parce qu'ils ont des valeurs en commun, ils ont des objectifs en commun, ils suivent des politiques en commun, etc. Et un corps social, ça peut concerner beaucoup d'entités. Ça peut concerner un pays, ça peut concerner une entreprise, une organisation. Donc tout dépend en fait de la focale qu'on veut lui donner, mais l'essentiel c'est qu'il y a un ensemble d'acteurs, d'individus qui vont interagir ensemble de manière à atteindre une performance donnée. Et le plus important là-dedans, c'est l'interrelation qui va permettre d'avoir une performance. Si je prends un exemple, la Tunisie par exemple, c'est là où la première fois j'ai été vraiment étonnée de voir comment un corps social fonctionne, parce que tout le pays était structuré comme tel. Si je prends juste un segment, l'agriculture, vous avez une ressource qui est la terre agricole. La Tunisie était un petit pays agricole, comme vous voyez, avec des petits lots et des petits paysans du temps de Bourguiba. On décide de développer la Tunisie. Donc sur le segment agriculture, par exemple, on a des terres agricoles, mais on a aussi des agriculteurs, des industries qui se mettent en place, l'industrie phosphate qui va produire des engrais. On a l'industrie des équipements, avec il faut toute la maintenance autour de ces équipements-là. Vous avez aussi en fait la livraison du produit sur le marché, avec toute une structure encore qui se met en place pour planifier cette production. La Tunisie est un pays quand même d'économie planifiée, donc vous avez toute une structure qui se met en place pour publier, transporter les produits sur les marchés et publier chaque semaine dans le journal de la presse le prix du kilo d'orange, le prix de la tomate, etc. Donc, à terme, vous avez en fait tout un ensemble d'acteurs et d'institutions qui vont fonctionner et interagir ensemble de manière à pouvoir produire un élément donné. Alors ça peut être l'agriculture, ça peut être le tourisme, ça peut être à l'époque de la Tunisie, vous aviez encore tout ce qui était génie civil, parce qu'on a fait énormément de travaux de construction. Donc ça, c'est un exemple au niveau de l'État, où on voit qu'effectivement, quand on commence à penser en termes d'interrelation entre groupes d'individus qui ont des valeurs communes, qui sont à peu près de catégories sociales communes et soutenues par d'autres qui suivent un objectif commun, on arrive à organiser et développer quelque chose pour créer de la valeur. Vous avez dit au début de l'interview, mon objectif c'est surtout savoir comment on va pouvoir fonctionner pour créer de la valeur. Ici en Mauritanie, quels sont les acteurs? L'État, les entrepreneurs, les familles, la société civile? Alors les acteurs, si on reste un petit peu dans le domaine de la FTP, c'est un petit peu ce qui nous intéressait. Moi j'ai vu la FTP classiquement émerger dans les années 90, mais 90-2000, mais elle revient un petit peu avant en fait. Il y avait encore quelques noms d'entreprises. Au départ, vous aviez un secteur public. C'était l'administration classique telle qu'elle est héritée des anciennes colonies. Vous aviez un lycée technique parallèle au lycée de formation générale.
et qui produisaient des techniciens. Et les besoins, c'était essentiellement de la construction, de la mécanique, mais très peu. Et vous aviez, d'un autre côté, des bureaux d'ingénieurs et de contrôle. Typiquement, un nom qui me revient à l'esprit, Amextip. Que fait Amextip? Eh bien, c'est un bureau de contrôle qui va vérifier que les plans de construction d'un bâtiment sont conformes, etc., etc. On avait très peu de main-d'œuvre qualifiée localement, on avait une main-d'œuvre spécialisée, et l'essentiel de ce qui était main-d'œuvre qualifiée venait de l'étranger, des pays voisins. Vous avez des Sénégalais, vous avez énormément de pays. Et puis la Mauritanie s'est développée après les années 70-80, bien sûr, et il a fallu stimuler un petit peu le secteur privé. À ce moment-là, on a créé une institution qui s'appelle l'INAP-FTP, l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle, avec un objectif qui était de promouvoir en fait la formation technique dans le secteur privé. C'est un contexte de développement économique un petit peu libéral, donc on s'oriente vers le privé, mais il y a aussi énormément de préoccupations concernant le développement. Donc ce que va faire l'INAP, c'est un petit peu cofinancer ces centres de formation aux pratiques professionnelles qu'on trouve dans toutes les régions de Mauritanie, jusqu'à l'extrême sud vers Lima, hein, ou au nord vers Attar, probablement Zouérate. Et cette FTP a permis de faire ce qu'on appelle communément en Afrique de l'insertion. C'est-à-dire qu'on a une main-d'œuvre qui en général souffre de manque d'alphabétisation, à qui il faut trouver un moyen de développer une activité, un revenu. Donc on a formé énormément de gens à faire des métiers comme l'électricité de base, la plomberie, la maçonnerie, etc. Ce qui a largement soulagé la Mauritanie encore, parce que jusqu'aux années, fin des années 80, l'essentiel des électriciens, des menuisiers, etc., c'était les pays voisins. Donc on a un petit peu doté ces personnes de moyens d'insertion, à part l'apprentissage technique. Et c'était des formations assez courtes, en général de 3 mois. Donc vous avez des bases. Et puis vous pouviez revenir, vous pouvez toujours d'ailleurs revenir pour un perfectionnement. C'est comme ça qu'on a vu des mécaniciens apprendre la base de la mécanique, puis revenir quelques années plus tard, parce qu'il y a un concessionnaire Toyota qui veut vous apprendre à faire un diagnostic auto, à utiliser cet appareil, etc. Donc ça, c'est une deuxième phase de développement, après donc la partie classique de la formation technique sous lycée. Vous avez eu les centres de formation professionnelle, et puis depuis, je dirais, probablement une quinzaine d'années, on s'aperçoit que les grandes entreprises ont de plus en plus besoin de main-d'œuvre qualifiée. Si on veut atteindre un petit peu les objectifs pour respecter en fait la réglementation nationale en matière d'emploi, il faut fournir aux gens des moyens d'apprendre ces métiers de façon plus approfondie, donc plus de qualification. Et différentes initiatives ont eu lieu. J'ai rencontré à l'époque le directeur de la formation qui était venu pour Kinross Stadias, parce que j'étais à l'ambassade des États-Unis et qu'on m'avait demandé de même en fait de trouver des formations techniques ou des programmes pour la partie technique, la partie administrative avait tout ce qu'il fallait. Et ce qui m'a expliqué, c'est un petit peu comment s'est mis en place le programme avec le lycée technique. On a d'abord renforcé les moyens du lycée pour qu'ils soient plus aux normes en termes de, par exemple, respiration dans les salles, aération, etc. Et ils ont fait des programmes en alternance où les gens font 3 mois de théorie, puis 3 mois dans l'entreprise, sur des longs parcours jusqu'à 4 ans. Ce qui fait qu'au terme de 4 ans, on a une main-d'œuvre relativement qualifiée qui peut travailler. Responsabilité, communication, intégration. Vous avez travaillé au cœur du secteur minier, à Tasiast. Comment une grande entreprise internationale pense-t-elle son rôle vis-à-vis de l'éducation et de la formation des communautés? Écoutez, Tasiast suit un certain nombre de principes de responsabilité d'entreprise qui sont assez courants dans le secteur minier comme dans d'autres secteurs. Ils sont essentiellement axés sur la contribution positive, c'est-à-dire en fait avoir une marque, une empreinte sur les besoins les plus élémentaires de la population, notamment en termes d'accès aux services de base, hein, l'eau, l'électricité, etc. Donc, vous avez un deuxième axe qui est celui de la création d'opportunités économiques.
notamment en stimulant la vie des petites entreprises, que ce soit au niveau national ou au niveau plus communautaire, en aidant au développement de la petite entreprise. Et puis vous avez la partie emploi, qui est liée soit à la diversité dans l'emploi, comme on a classiquement la diversité culturelle, ethnique ou autre, ou également l'intégration des communautés et la formation des compétences. Donc ce sont ces trois axes-là. Bon, les réussites, elles sont assez variées. La première est évidente, la partie en fait humanitaire est immédiate. Hein. Il y a eu des forages d'eau dans certaines régions. Ils distribuent de l'eau dans les zones à proximité immédiate. Donc, des choses qui sont des besoins de base, la santé, des caravanes de santé qui viennent appuyer les communautés, en plus d'un service direct au niveau de la clinique de la mine pour ceux qui sont vraiment dans le rayon de 30 km. Donc, sur cette partie humanitaire ou développement social, c'est assez performant. La partie opportunité économique d'affaires, je dirais, il y a deux axes. Hein. Si on regarde la partie uniquement communautaire et non pas nationale, on a travaillé surtout dessus depuis 2019, donc c'est quand même assez tard, hein, c'est 8 ans après l'implantation de Kinross. Ceci dit, ça s'est essentiellement développé autour d'activités qui étaient traditionnellement confiées à des prestataires nationaux et pour lesquels on voit qu'un prestataire local peut fournir le même service. Je donne classiquement par exemple la distribution de l'eau qui était gérée à un moment par quelqu'un à partir d'une ville, qui est de la proximité, Chami, puis qui est passé à un des membres de la communauté locale qui vit à 30 km. Maintenant, je pense que là où probablement Tasiast aurait mieux convaincu, parce qu'ils ont quand même fait énormément d'efforts hein, en termes de recrutement. J'ai vu des équipes de femmes faire du housekeeping, j'ai vu des gens au niveau de la mine, donc il y a eu un certain nombre d'efforts, mais qui manquent à être reconnus, je pense, parce que l'entreprise anticipe un peu. Ça, ce sont de nouvelles régulations, de nouvelles lois. Et malheureusement, souvent, en fait, les entreprises n'appliquent ce genre de choses qu'une fois qu'une loi est en place, faire un petit peu de prévision des besoins. Et quand vous avez sur un horizon de 2-3 ans, en fait, une vue sur quels seront vos besoins, vous avez le temps de former les personnes. Si la vue se rétrécit à 6 mois, 1 an, là, les difficultés commencent un petit peu. Donc, il y a eu des efforts et ils ont été plus performants au tout début parce que forcément l'horizon de temps est plus lointain quand la société s'implante. Et puis en milieu de parcours de vie, eh bien, malheureusement, ce n'est pas toujours perçu comme très efficace. Il y a des choses qui se font, mais des frustrations liées au manque de planning. Ça pourrait servir de leçon apprise quand des entreprises en lien avec l'hydrogène vert vont s'installer ici. Hein. Oui, tout à fait. C'est pas très difficile de faire un petit peu de prévision, de savoir les grecs, mais il faut la stabilité avec. C'est un petit peu là où, à mi-parcours, parfois les entreprises sont faites. Vous avez parlé tantôt de communication positive. Et si on revient à ça, est-ce que la communication peut-elle réellement faire avancer l'intégration sociale ou risque-t-elle de se réduire à une opération d'image? Je pense que la communication peut faire avancer l'intégration sociale. Il faut d'abord voir une chose, c'est pour travailler sur l'image, pour que la communication soit efficace, il faut d'abord qu'elle soit ancrée dans le réel. Ça a été un petit peu mon cheval de bataille. C'est la raison pour laquelle parfois mon travail va se distinguer d'un autre. C'est pas uniquement la qualité technique, mais il faut savoir de quoi on parle, de qui on parle. Et à partir du moment où vous maîtrisez cet aspect, les personnes arrivent à se reconnaître dans ce que vous dites et elle devient authentique. Et donc là, vous pouvez un petit peu gérer et vendre de l'image. Et comment distingue-t-on une communication institutionnelle justement authentique d'une opération de façade? Alors là, il va falloir un petit peu pousser plus loin. Je disais que les gens doivent se reconnaître. Il faut aussi donner de l'autonomie aux personnes. J'ai eu des cas très différents. J'ai travaillé au début de ma carrière comme consultante et après en entreprise. Il faut donner une certaine ouverture au dialogue, une certaine responsabilité aux gens. C'est un mécanisme assez connu dans la qualité. Si l'employé en fait a confiance en lui et sait qu'il peut contrôler lui-même son propre travail, le travail sera toujours plus efficace. Par contre, si vous voulez contrôler tout à partir du sommet, vous aurez souvent beaucoup de défaillances. Et très souvent, malheureusement, dans la communication d'entreprise et d'image, ce qu'il
fausse authenticité, c'est qu'on ne va pas laisser les personnes s'exprimer de façon honnête et claire. Et malheureusement, en fait, on y perd beaucoup parce que le résultat final ne sonne pas aussi bien. Ce genre de climat ne permet pas une communication fiable. Et malheureusement, on a tendance dans beaucoup de nos pays, qu'ils soient émergents ou non émergents, hein, ça se passe pareil en Occident, à ne pas donner cette autonomie aux personnes. Et je pense qu'elle est nécessaire pour pouvoir être contente. Tout à fait. Maintenant, que se passe-t-il quand les attentes du corps social en matière d'éducation et d'emploi dépassent ce qu'une entreprise ou un État peut faire? Quand il y a un dépassement, bon, on va laisser bien sûr la partie conflit, grève ou autre qui ne nous intéresse pas trop. On va voir peut-être plutôt ce qui peut être des attentes, c'est de créer des formations, de pouvoir développer des compétences, mais de manquer en fait un petit peu les qualifications qui sont derrière pour permettre aux gens d'être performants. J'ai deux exemples que je vais vous montrer en vidéo tout de suite. L'un, c'est le cas d'un employé. Ce circuit FTP d'apprentissage sur 4 ans dont je vous ai parlé, qui, après 4 ans, il est institutionnalisé dans son poste de chef soudeur, etc., et qui doit intervenir sur un élément. Il doit, je dirais, désolidariser un ressort d'une pièce d'une rue, et malheureusement, il a un accident gravissime, tout simplement parce qu'il n'a pas le background. C'était ressort. On ne savait pas la pression qu'il contenait à l'intérieur. On a mis juste une chaîne pour au moins pour que ça ne déborde pas. Oh, I heard there was an accident. Ça nous a choqués, vraiment. Jusqu'à maintenant, ça nous a choqués. On a pensé toutes les choses. Est-ce qu'on va avoir un bon docteur qui va le soigner jusqu'à ce qu'il revienne normal? Mais on ne peut pas. Donc lorsqu'il est revenu encore, on ne peut pas faire la même fonction. C'est la perte vraiment. Malheureusement, si on ne donne pas aux gens cette connaissance de la situation de travail, parce qu'il faut qu'ils comprennent les risques, les dangers d'une situation, et c'est ça la vie professionnelle, et c'est ça le background professionnel, et c'est ça qu'un corps de métier aussi peut apprendre, parce que de bouche à oreille, on a travaillé avec l'ouvrier du coin, on a vu ce qui s'est passé chez l'autre. S'il manque ceci, on va créer des attentes, mais on va vite être frustré parce que typiquement, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est que les personnes dont on pensait qu'elles seront compétentes, on réalise que non, et on va faire marche arrière, on va reculer. L'autre exemple, c'est typiquement, si on passe dans un pays industrialisé, c'est une autre vidéo que j'ai vue et qui m'a ravi. Elle est très ancienne, elle date des années 70-80, mais vous voyez un ingénieur qui va relever un défi avec une grue. Et il décide tout simplement qu'il va, puisqu'il connaît tous les mécanismes, hein, donc c'est un ingénieur, donc il sait c'est quoi une pression mécanique, il sait c'est quoi une capacité de résistance, etc. Il va faire grimper la grue le haut d'un mât. Et donc, ce qui est impressionnant, c'est que non seulement il sait ce dont la grue est capable, mais il sait aussi la conduire. Donc on voit ici quelqu'un qui a profité de façon intelligente du corps social en disant, moi je suis un technicien, mais je sais aussi aller sur le terrain. Donc, c'est des attentes qui sont satisfaites différemment, certaines avec des échecs, certaines avec des réussites, mais je pense que les échecs nous permettent d'apprendre aussi. Donc l'important, c'est d'en tirer des leçons. Et effectivement, l'exemple de faire monter cette grue le long d'un pylône juste en jouant sur ces mécaniques. Aha. Wenn jetzt runterkommen würde, dann hätte ich auf jeden Fall Probleme. Jetzt ist er auch noch frei. Das muss man sich vorstellen, jetzt ist er ungefähr in 20 Metern Höhe. Und das ist mit Sicherheit der erste, der einen Kopfstand in 20 Metern Höhe vollführt. Und er ist weit unter dem Zeitlimit. Jubel hier am Wiener Rathausplatz. Und er schafft es in super! C'est des problématiques qu'ils ont ici. Moi, il m'est arrivé de demander comment ils font un sauvetage sur un puits. Bon, il faut savoir qui sait manipuler la grue, quel est le risque, est-ce qu'il est mesuré, est-ce qu'on le prend, et c'est quel type de grue. Donc, tout ça, c'est des savoir-faire qui sont acquis sur le terrain par l'expérience. On ne peut pas apprendre ça à l'école. Je pense que vous avez déjà donné, mais je peux quand même poser la question, pouvez-vous donner un exemple où la formation, l'organisation et les processus ont permis d'intégrer efficacement une main-d'œuvre dans un modèle économique? Je
J'ai un exemple intéressant parce qu'on peut le faire contraster avec ce qui se fait maintenant dans les métiers de l'industrie. C'est celui de la MEP avec laquelle j'ai commencé en tant que consultant. J'étais impressionné, et on l'est parfois, par la qualité du travail administratif qui avait été fourni. C'est quoi la MEP, justement? La MEP, oui, excusez-moi, je suis allée un peu trop vite. La MEP, c'est la Mauritanienne d'entreposage des produits pétroliers. Oui. Donc à l'époque, je démarrais, on a distribué mes CV entre 2-3 personnes, et l'entreprise intéressée, forcément, c'est celle qui a besoin. C'est celle qui assurait le stockage des hydrocarbures en Mauritanie. On l'avait confié, à l'époque, elle gérait la zone sud, on l'a confié la zone nord, et donc il fallait harmoniser le système de stock. Et je suis arrivé devant une entreprise qui avait toute une documentation qui avait été élaborée par ses partenaires, puisque c'est une entreprise mixte privé-public, donc la partie privée, distributeur pétrolier, avait fourni les services d'un consultant qui a élaboré un modèle de gestion qu'ils ont poursuivi et mis à jour depuis. Et vous aviez typiquement, quand vous faisiez le recensement des documents de gestion des stocks existants, tout un système qui partait de la réception au niveau du port d'une cargaison à son stockage dans un silo pour arriver finalement à un bilan matière de tout ce qui avait été reçu comme produit, la classification, etc. Et typiquement, ce que me disait le dirigeant à l'époque, quand il parlait de son entreprise, c'est que notre problème à nous, c'est qu'en fait, on n'a pas de main-d'œuvre qualifiée. Ils étaient extrêmement restreints par les coûts. J'ai fait la division, à l'époque, c'est par décret, hein, toujours. Le prix du stockage des hydrocarbures est fixé par décret. À l'époque, il était de 3 oublias, c'est-à-dire 0,06 cents. Vous voyez comme c'est minime. Donc forcément, on va chercher comme sous-traitant une main-d'œuvre qui n'est pas spécifiquement qualifiée, et pourtant tout fonctionnait de façon parfaite. Donc ça montre vraiment que dans l'industrie, quand les choses sont standardisées, quand elles sont normalisées, tout le monde peut les apprendre, parce qu'en fait, il suffit juste de quelqu'un qui a un niveau de DUTS, de brevet des techniciens, pour gérer la partie élaboration du tableau de stock, et puis les autres, ils appliquent un certain nombre de règles, et ça permet de fonctionner. Et je me suis aperçu que non seulement ceci a permis à une entreprise sous-traitante locale de fonctionner sans aucune perte, hein, parce que pour eux, un litre de sang, ça ne disparaît pas. Et quand je compare à ce que j'ai vu, par exemple, au niveau de la maintenance, des services de maintenance et des programmes de formation qui sont mis en place, parce que je les ai vus avec les grilles un petit peu de ce qu'ils faisaient, je me dis, bon, ben cet employé indonésien qui arrive comme expatrié parce que lui, il sait faire du troubleshooting sur les équipements, mais en fait, tout ça, ce sont... Et on m'a montré un petit peu, une entreprise marocaine qui travaille dans le secteur, m'a montré un petit peu comment ils font la révision globale des camions. Tout ceci, ce sont des manuels, des guides, hein, et donc vous avez, par le fabricant lui-même, un certain nombre de standards à respecter, des pièces qui sont connues, exactement comme quand vous ouvrez un mode d'emploi. Et à partir du moment où on disait l'indication est importante, vous pouvez lire, vous pouvez écrire, vous pouvez parler une langue, tout le terrain est balisé devant vous, il reste à vous former par un processus d'intégration où vous ferez le fondamental, puis l'intermédiaire, puis l'avancé. Et donc, des gens qui vivent dans un contexte où ces industries sont implantées arrivent à être des experts en maintenance alors qu'ils viennent de pays émergents. Si on fait le parallèle avec la gestion des centres de formation, on pourrait nettement améliorer la qualité si, dans le centre, les processus de gestion étaient formalisés, des procédures claires, un suivi rigoureux et puis aussi une organisation structurée des équipes. Je fais ce parallèle parce que c'est un excellent exemple que vous avez donné. Tout à fait, et ces manuels existent maintenant. Je crois que ça soit au niveau de la MEP, une entreprise publique, de toute façon, ça peut être partagé, ou que ce soit au niveau de fabricants industriels, toutes ces données sont disponibles. Si vous deviez concevoir une stratégie pour renforcer ce triangle, éducation, responsabilité, intégration, dans les pays africains, quelles seraient vos 2 ou 3 priorités? Fonctionner en disant, moi j'ai appris dans le fondamental, et puis finalement je me débrouille avec l'apprentissage fonctionnel des langues, c'est-à-dire que j'apprends ce qui est juste nécessaire. Mais vous voyez bien que comme, dans un exemple comme je vous ai donné de la maintenance, c'est pas le juste nécessaire pour appliquer, mais c'est parce que vous savez lire et vous adapter à une langue et une façon de s'exprimer, d'échanger avec des techniciens, que vous pouvez un petit peu avancer. Donc je pense que la partie scolarité est très importante. Le second point, forcément, si on veut permettre la responsabilisation, il faut savoir s'ouvrir aux autres. Donc il faut avoir
une ouverture d'esprit qui essentiellement sera liée à de la culture. Donc ça, c'est un deuxième facteur important. Ça, la culture, ça s'acquiert, elle est ouverte maintenant à tout le monde avec l'Internet. Et le troisième point, c'est un petit peu aussi la partie mondialisation, c'est-à-dire qu'il faut savoir aussi aller vers les entreprises étrangères, découvrir l'autre et non pas rester focalisé sur une économie un petit peu autarcique. C'est ce qui va freiner un petit peu le développement, c'est de ne pas connaître en fait tout ce monde émergent, tout ce monde industriel, occidental, tout ce monde émergent qui est en général asiatique ou Moyen-Orient. Et je pense que cette ouverture vers l'étranger est importante et nécessaire si on veut acquérir ces compétences. C'est parfait. Donc ça veut dire qu'il faut favoriser aussi la mobilité de l'emploi. Tout à fait. Maintenant, la mobilité de l'emploi, c'est un terme à double tranchant. Je pense on est entré dans une phase depuis le début des années 90, enfin, le milieu plutôt, qui était un petit peu cette logique de coût comparatif en économie. Donc, il est plus intéressant de produire en Chine les téléphones parce que la main-d'œuvre est moins chère. On exporte le textile à partir de la Tunisie parce qu'il est moins onéreux là-bas de produire en termes de main-d'œuvre. Et finalement, je crois qu'on arrive à terme d'une logique où on s'aperçoit qu'on crée parfois une concurrence qui n'est pas utile dans la mesure où en fait on va un petit peu nuire aux compétences qui existaient auparavant. Donc ça, il faut savoir que la mondialisation, oui, l'ouverture vers des frontières, oui, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la marge d'acceptation des gens dans le travail. Et donc, quand il y a cet apport de main-d'œuvre étrangère, on finit par avoir, je dirais, une baisse de niveau d'exigence. On le voit aujourd'hui avec Elon Musk qui déclare que les gens doivent dormir sur un matelas au bureau, etc. Ce sont des paradoxes, mais il y a, je pense, comme dans toute chose, un juste milieu à trouver et savoir que mondialisation, oui, mais ça ne doit pas se faire au détriment d'une marge d'acceptation. C'est juste. Pour nos auditeurs qui veulent approfondir le sujet ou entrer en contact avec vous, quelles ressources recommandez-vous et comment peut-on vous suivre? Bien, écoutez, je vous ai gardé quelques petits ouvrages ici qui vont donner un petit peu un topo de ce qu'il y a dans ma bibliothèque. Le premier, puisqu'on parlait beaucoup de l'aspect socio-économique, il y a un théoricien, toute une école théorique de l'organisation que j'ai trouvé assez intéressante et originale, qui est celle de l'ICEOR, l'Institut des sciences économiques en organisation, qui gère la partie management socio-économique, c'est-à-dire comment en fait l'entreprise se relie à son milieu social. On a parlé beaucoup du corps social, des interdépendances, etc. Donc vous avez à Lyon 3 ce qu'on appelle l'Université Lyon Lumière, toute une école de recherche qui s'est développée. Voilà un exemple, enrichir le travail humain. Il y a d'autres ouvrages, l'ingénierie stratégique du Roseau, etc. Je n'ai pas un bagage extrêmement développé dessus, mais j'ai eu des formations, j'ai lu quelques livres, et vraiment ça m'a énormément enrichi quand j'ai abordé les premières entreprises dans lesquelles j'ai travaillé en antenne. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis, dans un tout autre domaine, puisqu'on a parlé aussi beaucoup de normes, de standards, il y a l'AFNOR qui a une édition spécialisée, l'Agence française de normalisation. Et donc là, à chaque fois que j'ai eu des points spécifiques en termes, par exemple, de qualité ou de procédures, de processus, les fameux chart flow qu'on utilise beaucoup en management, je me suis retournée vers l'AFNOR. Alors, quelques exemples de livres. Vous avez ici la rédaction des procédures, la rédaction graphique des procédures, les fameux chart flow. Ici, vous avez par exemple qualité, sécurité, environnement, construire un système de management intégré. Le management par la qualité totale. Au début, je me demandais pourquoi on parle encore de qualité totale. Dans nos pays émergents, ce sont des principes qui sont encore très importants et utiles à appliquer, je le vois à chaque fois. On a cité l'autonomie, le sens de la responsabilité des employés dans leur travail. Tout ça, ce sont des principes qui existaient déjà et qui ont été mis en place à cette époque. Donc on a ici toute une série d'ouvrages qui sont extrêmement standards et normalisés. Merci Soukaina. Alors pour nos éditeurs qui voudraient entrer en contact avec vous, comment devraient-ils faire? Bien, écoutez, je ne suis pas très podcast, en tout cas je n'ai pas un segment suffisamment spécifique pour m'être lancé dans le
essentiellement, ce que vous pouvez faire, c'est soit faire une recherche Google pour chercher des contacts, il y en a parfois ici et là, soit me contacter directement via les réseaux sociaux.